Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. J'avais, je pense, besoin d'un alignement de valeurs. Je trouvais que c'était ridicule l'argent que je gagnais par rapport à mon impact sur la société. J'ai décidé, je vais partir maximum dans 1 an, pendant au moins 6 mois. Aujourd'hui, je vous partage mon échange avec Alice. C'est une interview un peu différente de celle que vous avez l'habitude d'écouter par ici, parce qu'Alice est sédentaire depuis plusieurs années maintenant, et donc justement, c'est avec beaucoup de recul qu'elle revient sur sa période nomade dans l'épisode d'aujourd'hui. En 2014, Alice a tout plaqué. Elle quitte un poste très bien installé dans un grand cabinet de conseil en Suisse, et elle prend un aller simple pour l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, elle nous raconte ce voyage qui a tout changé pour elle. Elle nous partage ses expériences de volontariat, sa formation de prof de yoga au Brésil et la rencontre en Argentine de celui qui est aujourd'hui devenu son mari, Emiliano. Et tout ça, elle nous le partage avec beaucoup de douceur, d'authenticité et un recul précieux aussi. Alors, j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir en faisant un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Buy Me a Coffee. Vous aurez le lien juste en description. Et puis, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas donner, vous pouvez toujours laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous abonner au podcast. Ça m'aide énormément pour participer à la visibilité du contenu et à faire grandir le projet. Alors, je compte sur vous. En attendant, bonne écoute! Hello Alice, bienvenue sur Nomadness. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour que tu nous parles de ton expérience de nomade qui date d'une dizaine d'années déjà. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Eh ben, salut Chloé, je suis, Alice. Je sais pas quoi dire sur me présenter. Maintenant, je suis prof de yoga depuis à peu près une dizaine d'années. J'imagine qu'on va voir ça. J'habite, dans une toute petite maison avec mon mari que je connais depuis une dizaine d'années. Voilà. Trop cool, merci. Alors justement, il y a une dizaine d'années, en 2014, tu vis en Suisse. À quoi ressemblait ta vie là-bas avant de partir en voyage? Et ben, j'habitais en Suisse, j'étais consultante dans une grosse boîte de conseil pour, un client, pas plus petit. Je travaillais en bureau toute la journée et j'habitais sur place et puis, je faisais des missions de temps en temps dans différentes, villes d'Europe d'ailleurs et ouais, c'est ça que je faisais. J'ai fait ça pendant 4 ans à peu près. Ok, trop cool. Et tu as décidé de tout quitter et de partir. J'ai fait ça. Est-ce que tu peux un peu raconter cette décision, expliquer pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai choisi ce job de consultante parce que quand j'ai fini, j'ai fait une école de commerce et quand j'ai fini l'école de commerce, je savais toujours pas ce que je voulais faire et donc j'ai cherché un job qui, correspondait à ce que j'avais fait dans mon stage d'année de césure et j'ai trouvé ça et en fait, je crois que quand j'ai même fait l'interview, je savais même pas que j'allais partir en Suisse. J'avais oublié que j'avais postulé en Suisse. Et et donc je faisais ça et au fur et à mesure des années, je me rendais bien compte que oui, c'était intéressant, j'apprenais des trucs, mais j'étais de plus en plus mal à l'aise avec les valeurs, que ça représentait de travailler pour d'aussi grosses boîtes, pour des projets qui dépensaient des millions dans des choses qui me paraissaient pas forcément très pertinentes. Un jour, je suis partie, avec mon frère en Argentine pour un mariage. Heu, D'amis à lui, il avait pas de +1, j'ai fait +1 pour lui
Et là, pendant ce voyage, j'ai décidé, je vais partir, maximum dans 1 an, pendant au moins 6 mois. Mais il faut que je décide ce que je vais faire quand même pendant ce temps-là. Parce que je savais que je voudrais pas, enfin que je pourrais pas juste voyager, visiter des sites touristiques et au bout d'un mois et demi, je serais là: «Mais c'est quoi? Pourquoi je fais ça?» Voilà, donc j'avais, je pense, besoin d'un alignement de valeurs. Je me rendais compte que, enfin, je trouvais que c'était ridicule l'argent que je gagnais par rapport à mon impact sur la société, qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient de gagner ce que je gagne et que moi, ce que j'apportais, c'était vraiment pas, enfin, je sais pas. Il y avait une dissonance pour moi et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai dit: «Bah, je pars» et ouais, et là, j'ai pris la décision, donc je me suis dit: «Je me donne 1 an pour partir». J'ai vendu tous mes meubles, je me suis remise en coloc pendant les derniers mois et à chaque fois que je vendais un truc d'ailleurs, je me disais: «Oh, je suis plus légère, j'ai pas le poids des choses». Ça, c'était super dans le processus de préparation et bah, sur le chemin, comme j'avais commencé depuis, peut-être 2 ans à faire du yoga et de l'acro-yoga et que j'étais à fond dedans, je me suis dit: «Tiens, on va voir qu'est-ce qui se passe quand je pousse un peu plus un truc, qui me plaît et voir où est-ce que ça peut me mener». Donc j'ai décidé que j'allais dédier ce voyage à faire des formations en yoga, en acro-yoga et à rencontrer des gens, autour de ce monde-là et de voir où ça allait me mener. OK, et tu es partie seule? Ouais, Ça a toujours été une évidence, pour toi que tu allais partir, seule? en fait, je me suis même pas posé la question. Déjà, quand je suis partie, j'étais pas en couple et puis, enfin non, c'était, oui, une évidence dans le sens, je me suis pas dit: «Ah, j'ai l'option de partir accompagnée», ça m'a même pas traversé l'esprit. Et tu avais pas peur? Tu avais pas des appréhensions par rapport au fait de voyager seule, en plus aussi loin sur un autre continent et cetera? Pas du tout, pas du tout, j'ai toujours fait beaucoup de choses toute seule, j quand j'avais, 17 ans, je suis partie faire mes premières études à 800 kilomètres de la maison et j'étais toute seule. Avant ça, je suis partie, toute seule pendant 1 an et demi en Nouvelle-Zélande. Ça prépare quand même, où j'ai fait 6 mois d'échange, universitaire et plus 1 année de césure. Donc partir, toute seule, en voyage, ça m'a pas, non, ça m'a pas fait peur du tout. OK, génial. On reviendra sur ton rapport, très serein au voyage et puis à la vie en général. Mais pour continuer donc sur ton parcours, tu as décidé de partir. Tu avais été en Argentine, tu l'as dit, avec ton frère, à l'occasion d'un mariage, mais est-ce qu'il y avait autre chose, une autre raison pour laquelle tu as choisi l'Amérique latine? J'avoue que c'était une décision qui était pas super rationnelle. J'avais toujours eu envie d'aller en Argentine. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais zéro idée d'où ça vient. J'ai toujours eu envie d'aller en Argentine et c'est pas même j'ai même pas fait des recherches dessus d'ailleurs. Je me suis dit: «Ah, ça m'intéresse, l'Argentine». Le fait que j'y sois allée avec mon frère, bah, ça a dû me conforter dans cette idée-là parce que ce que j'ai vu, ça m'a plu et puis bon, l'espagnol, comme j'avais déjà ça dans la poche, c'était pratique. Et du coup, sur ce processus-là, quand j'ai commencé à dire: «Bah, je vais peut-être me former en yoga», j'en ai parlé à mes 2 profs, et il y en a un qui m'a dit: «Bah, Alice, je te connais bien, moi j'ai fait cette formation-là, je pense qu'elle te correspond à 200 et il se trouve qu'elle avait lieu au Brésil, donc il y a tout qui s'alignait». Mais pas de raison particulière pourquoi, l'Amérique latine, pas rationnelle en tout cas. OK, cool, et du coup, tu as dit que tu t'étais laissé 1 an pour partir. Donc je pense que c'est une très bonne chose déjà d'avoir, une deadline pour être sûr de concrétiser le projet. Mais au-delà de ça, comment tu as préparé ton départ? Est-ce que tu avais un plan? Est-ce que tu es partie un peu en improvisant? Comment tu t'es préparée financièrement? Bah, je me suis donné 1 an. Pendant cette année-là, les premiers mois, c'était décider ce que je vais faire de mon voyage. Ensuite, c'était assurer mes arrières financièrement, comme tu dis. Bah, j'ai travaillé pendant 4 ans en Suisse en tant que consultante et j'avais une vie plutôt d'étudiante. J'allais au boulot en vélo, le soir, j'allais, faire des jams, des sessions de pratique libre d'acro-yoga dans le parc entre midi et 2. J'avais ma petite tambouille et j'allais m'asseoir à côté de la rivière. J'étais un peu, heu, une outsider, par rapport aux gens du boulot.
et donc j'ai mis beaucoup sous de côté et donc j'ai préparé ça, voilà, j'ai préparé mes arrières de cette manière-là, on va dire et donc ça, c'était, bah, du coup, une inquiétude en moins. Je me suis dit: «J'ai un peu de marge sur mon voyage, j'ai de quoi retomber sur mes pattes». Je sais que si j'ai un problème et que je rentre en France, je peux enfin, j'ai de la famille qui va m'héberger, un peu n'importe où en France parce que la famille est grande. Donc ça non plus, c'était pas: «Ah, si je reviens en France, ça va être le bazar». J'ai vendu la plupart de mes affaires, mais j'ai gardé dans des cartons, les trucs dont je me dis: «Bah, ça, j'en aurai besoin quand je me réinstallerai en France», parce que j'avais un grenier chez ma mère et que j'ai pu garder des trucs, dans le grenier chez ma mère. Et quoi d'autre pour la préparation? Après, bah, j'ai booké, ma formation de prof de yoga au Brésil, c'était tout le mois de mars 2015. Et j'ai booké 2 formations d'acro-yoga et d'acrobatie au Mexique en octobre, 2015 aussi. Donc ça, c'était un peu le cadre de mon voyage et à partir de là, j'ai pris les billets pour partir je suis arrivée en Argentine, j'ai fait quelques trucs et après je suis allée faire ma formation, puis je suis repartie et après c'était les événements d'acro-yoga. Voilà, l'acro-yoga, c'est un mélange entre le yoga et l'acrobatie déportée, comme quand on fait l'avion quand on est petit. On fait l'avion sur les pieds de ses parents. Bon ça, mais entre grands et donc c'est les formations et les stages d'acro-yoga et de yoga qui ont donné les directions, à mon parcours, on va dire. OK, génial et tu parlais de ta famille et du fait que tu avais ce backup-là qui était quand même, très rassurant et par rapport à ça, justement, quelle a été la réaction de ton entourage, par rapport à ta décision? Bah, mon entourage a été, j'ai eu beaucoup de soutien. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment avec mon père qui m'a dit: «Ah moi ça m'a fait flipper ton truc, mais je sais que je vais pas prendre des décisions à ta place, et que c'était ton expérience à vivre», mais j'ai été très soutenue. Après ce qui a pas été trop compris, c'était pourquoi j'ai démissionné et pas pris une année sabbatique. Tout le monde me disait: «Mais tu es folle, pourquoi tu prends pas juste une année sabbatique?» Et en fait, bah, simplement, je savais que ça se passait très bien au travail et que si finalement j'en revenais, j'aurais pas de problème à être prise. Mais je savais aussi qu'il y avait 99 de chances que je revienne pas et je me disais que 1 de chance, je me voyais pas en fait, je sais pas où, en Argentine ou au Brésil, devoir imprimer des papiers à signer pour, valider ma démission, 6 mois ou 1 an après. Alors que je savais très bien, enfin j'étais persuadée que j'allais pas retourner dans cette boîte parce qu'il y avait déjà plein de choses qui me poussaient en dehors et beh, effectivement, j'ai bien fait. J'ai pas eu besoin de faire ça pendant mon voyage et donc bah, ouais, l'entourage, soutient, soutient à 100. Trop cool, c'est une, grande chance ça et maintenant que tu nous as parlé de toute la phase de préparation, est-ce que tu peux nous raconter ton voyage? Donc où tu as été? Combien de temps tu es resté? Tu as commencé par le Brésil, c'est ça? Franchement, je sais plus, je crois que j'ai fait quelques jours à Buenos Aires et ensuite je suis allée au Brésil, mais maintenant j'ai un doute. Au Brésil, je suis arrivée, j'ai fait un peu de couchsurfing. Et puis, ensuite, il y a eu pendant 1 mois la formation de yoga et puis ensuite c'est rigolo. Ensuite, j'avais 1 mois pour aller de la formation de yoga à Buenos Aires et sur le chemin, j'ai décidé de faire un jeûne. J'avais ma tente avec moi, dans mon sac à dos. Donc, je suis partie et j'ai trouvé une réserve naturelle, sur la côte, d'Uruguay où je suis allée en bus. Il y a un bus qui m'a posé un peu au milieu de nulle part. Je suis arrivée avec mon sac à dos, c'était un camping. Au milieu d'une réserve naturelle, réserve militaire et c'était hors saison, donc il y avait pas d'autres campeurs, en fait. Et j'ai fait une semaine de jeûne, il y avait un vieux monsieur dans un mobil-home ou un truc comme ça, que j'ai rencontré au bout de 3 jours. Donc le soir, j'allais boire de l'eau chaude avec lui et sinon, j'étais, voilà, dans ce parc, en Uruguay. Puis ensuite, je suis repartie, je suis passée par Montevideo, je fais du couchsurfing. Je suis arrivée à Buenos Aires, j'ai fait du couchsurfing et là, il y a eu l'événement d'acro-yoga, donc 5 jours de formation, stage intensif et j'ai trouvé sur, la page Facebook de l'événement, des gens qui participaient et qui pouvaient héberger. Donc là, j'ai rencontré des gens qui sont toujours mes amis maintenant, qui m'ont hébergée et c'était trop bien
et comme j'allais à un autre événement ensuite d'acro-yoga au Chili et que ces amis-là qui étaient avec moi dans l'hébergement partagé, vivaient à Mendoza, à l'ouest de l'Argentine, juste de l'autre côté de la cordillère des Andes par rapport à Santiago du Chili, bah, je me suis dit: «Ah, je vais au Chili, je passe les voir». Donc j'ai après ça, j'ai pris mon bus, j'ai passé une nuit à Mendoza. Avec mes copines, on a dit: «Ah, on organise un stage d'acro-yoga, je reviens dans 3 semaines». Donc je fais 3 semaines au Chili, j'ai rencontré toute la communauté d'acro-yoga là-bas et ensuite je suis revenue à Mendoza, donner un stage d'acro-yoga et puis, bah, j'ai fini par rencontrer la personne, qui est mon mari maintenant, c'est rigolo. Je savais pas trop combien de temps j'allais rester, bah, finalement je suis restée 2 mois et on a fait des petits voyages, entre Mendoza et on est allé à Cordoba, un peu plus au nord. Là, donc à peu près 2 mois, puis après je suis repartie parce qu'il y avait une autre formation d'acro-yoga où j'étais assistante et c'était au Nicaragua. Donc là, je suis partie passer un mois au Nicaragua. J'étais logée aussi chez un mec de l'acro-yoga, donc j'habitais avec lui, chez sa maman, dans une grande maison, il y avait des manguiers et ensuite j'ai continué, je suis partie au Mexique où j'ai été pendant un mois aussi et j'ai fait, mes 2 formations, à Guadalajara et un peu plus dans la campagne, donc c'est à l'ouest du Mexique. Et encore, j'ai rencontré plein de gens, c'était super. Après, j'ai pas trop bougé, hein, dans ces 2 pays, je suis restée à peu près sur place. Au Nicaragua, j'ai donné des cours de yoga. La personne qui m'a logée était prof de yoga aussi et m'a donné certains de ses créneaux pour que je puisse faire quelques cours et voilà et donc à la fin de ma formation au Mexique, j'ai pris un avion pour aller en Nouvelle-Zélande où j'ai retrouvé Emiliano qui est mon mari maintenant. Et là, a commencé la partie à 2. C'est fini le voyage toute seule. OK, trop, trop chouette. Plein de trucs dans ce que tu partages. Peut-être la première question que j'aimerais te poser, c'est par rapport au couchsurfing. Donc ça a été un peu l'hébergement principal, pendant ton voyage, de ce que j'ai compris, autour de la communauté d'acro-yoga, notamment? Bah, en fait, le couchsurfing, ça m'a servi au début de mon voyage et après je faisais l'équivalent du couchsurfing mais sans passer par la page. Parce que c'est juste, je disais: «Ah, je vais dans telle ville» et on me disait: «Ah ben il y a machine, il y a machin», ou je les avais déjà rencontrés à un événement et donc on allait voir les copains et on dormait sur un matelas par terre ou s'ils avaient pas de place, on allait chez d'autres et donc à partir du moment où je suis rentrée dans cette communauté, bah, j'en suis plus sortie. Heu, c'est c'est un vecteur incroyable de rencontres. Comme c'est une pratique acrobatique, les relations, deviennent, très proches très rapidement parce qu'on est en contact physique, respectueux, j'ai envie de dire playful avec de la joie, de l'échange, du rire et puis de la confiance parce il y a quelqu'un qui fait une parade, tu peux tomber dans ces trucs-là, il y a quelqu'un qui assure ta sécurité, la personne qui te porte ou qui est portée et bah, te fait confiance pour te porter, tu fais confiance à la personne qui est portée pour, pas faire des mouvements dans tous les sens et puis de toute façon, il y a quelqu'un qui assure la sécurité. Donc les relations, elles se font très vite, très fortes et je pense qu'aussi en Amérique latine, en Argentine en particulier, au Chili aussi beaucoup, la communauté, dans ce monde-là, elle est particulièrement chaleureuse, incroyable et tu fais tout de suite partie de la famille et tout le monde t'accueille à bras ouverts et c'est juste, incroyable. Trop bien et justement, tu disais tout à l'heure que tu étais partie avec une aisance, financière relative, parce que tu avais pas mal d'économies de côté et cetera et tu t'es quand même orientée vers le couchsurfing, alors même que tu avais pas trop de problèmes de sous. Donc ça, c'était parce que tu voulais aller au contact des gens? Alors oui, les 2. Même si j'avais des sous de côté, j'avais pas prévu d'aller à l'hôtel, jamais. Enfin, j'étais, dans une auberge de jeunesse au Brésil, mais je savais que si je voulais voyager sur la durée, j'avais pas envie de se plomber, en un mois toutes mes économies. Je suis quelqu'un qui fait assez attention, je suis vraiment pas très dépensière. Je crois que c'est un truc de famille et 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 oui, parce qu'en fait, oui, c'est la meilleure manière de rencontrer des gens. Le premier couchsurfing que j'ai fait, à Buenos Aires, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais il m'avait emmené à rejoindre ses potes, à des concerts, m'a expliqué où aller, où pas aller, donc c'est hyper rassurant.
OK, trop cool et sur l'ensemble de ton voyage en Amérique latine, est-ce qu'il y a une destination, une expérience, un coup de cœur qui t'a particulièrement marqué et que tu voudrais partager? Ouais, c'est toujours, difficile pour moi de répondre parce qu'en fait, en faisant écho à ce dont on vient de parler, c'est pas les lieux qui m'ont marqué tant que ça, c'est les gens. Et donc, cette communauté d'acro-yoga dont je parle, les gens en Argentine, les gens à Mendoza, à l'époque déjà, maintenant c'est la famille, parce que voilà, par alliance, mais par cœur. Mais Mendoza, j'ai été accueillie et puis, j'avais, 5 maisons, où je pouvais me sentir comme chez moi, plus que les lieux, c'est vraiment, vraiment les gens qui m'ont marquée. Pareil, Santiago du Chili, la communauté d'acro-yoga quand j'y suis allée, j'ai été accueillie de manière incroyable et c'était donc en termes de destination, pour moi, comme j'avais fait le choix de couchsurfing et comme, j'avais fait le choix de voyager par rapport à ces activités qui sont des activités hyper sociables, c'est plus les gens que les lieux. C'est une très bonne réponse, je trouve. D'ailleurs, ça fait écho à l'épisode, 6 de Nomadness, dans lequel, on parlait avec Yuna, qui est travel planner, de comment on pouvait voyager de manière plus responsable. Et elle, elle plussoyait le fait de désacraliser un peu la bucket list qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et elle parlait de revaloriser, au contraire, les expériences et les rencontres par rapport aux lieux. Et ça rejoint complètement ce que tu dis. Oui, C'est un très bon message. Et est-ce que à l'inverse, il y aurait peut-être, une destination, une expérience que tu aurais moins aimée et quelque chose que tu aurais fait différemment? que j'aurais moins aimé franchement, je non. Elles ont été toutes différentes, il y a pas un endroit où je suis allée où je me dis: «Bah, je pense pas que j'y retournerais, si je refaisais le même voyage». Et au niveau des gens, t'as pas eu de mauvaises expériences, humaines? Non, je crois pas. En tout cas, si j'en ai eu, je l'ai pas enregistré en tant que tel. Hem, non, là comme ça, mais en essayant d'y réfléchir, parce que j'ai réfléchi un peu avant qu'on ait cette discussion-là et je me suis posé la question, mais de mauvaises expériences humaines, j'en ai pas eu, j'en ai pas en mémoire. Heu, Après, je suis quelqu'un de hyper optimiste, hyper positif, qui fait confiance, très vite. Je sais pas s'il faut le dire publiquement, mais je pense que je vois tout de suite le bon côté des gens et ça le fait ressortir aussi et qu'une personne différente aurait vécu les mêmes expériences que moi, aurait probablement pas vécu la même chose et aurait peut-être dit: «Ah bah oui, là, il y a eu ça» et moi juste, non, j'ai aucun souvenir de quelque chose de négatif avec des gens, même, des gens que je connaissais pas. J'ai pas enfin, je fais des trucs que plein de gens considéreraient comme dangereux et il m'est rien arrivé. Ah ça, c'est intéressant et on en parlait hier, tu disais que tu avais pas eu de galère de voyage ou en tout cas, tu arrivais pas comme ça à en retrouver une, alors même que tu as dit que tu avais fait des trucs considérés comme dangereux. Donc c'est quoi ces trucs, dangereux qui se sont bien passés pour toi? J'ai pris, une fois le bus, je sais pas, quand il faisait nuit à Buenos Aires, dans des quartiers qui sont pas du tout, des quartiers, touristiques, pour rentrer à mon couchsurfing et voilà. Et il y a plein de gens qui sont touristes dans ce pays qui feraient pas ça. Mais je savais que j'étais pas dans les quartiers où il fallait pas le faire, par exemple. Après, j'ai, rejoint, de Mendoza, j'ai fait du stop. On était 2 filles, donc à l'époque 2015, j'avais 25 ans. Ah non, 27 ans et on a fait du stop, on a été prises en stop par un camion et en fait, c'est juste le truc que personne, veut faire, surtout des filles et ça s'est super bien passé et c'était sympa d'ailleurs. J'ai refait du stop camion au Chili d'ailleurs avec un copain, c'était rigolo. J'ai vu que dans les camions, ils boivent du maté là-bas, donc c'est une boisson, comme une infusion, mais il faut remettre de l'eau régulièrement dedans. Tu sers juste le 2-3 gorgées à chaque fois et dans les camions, tu peux poser ta tasse de maté et appuyer sur un bouton et ça te sert juste la quantité d'eau qu'il te faut pour ton maté et comme ça, ils peuvent boire du maté en conduisant, c'est trop bien. Et ça, tu le sais pas si tu as pas fait du stop en camion. Ah ouais, c'est vrai, hein. Enfin, j'ai pas de mémoire non plus de galère de voyage, parce que j'ai eu de l'aide de toujours partout, même, enfin, à partir du moment où
où il y avait un couchsurfing, je pense que c'était encore les débuts de couchsurfing et ça a vachement changé j d en 10 ans, j'ai envie de dire, c'était les vrais voyageurs qui s'en servaient et après il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à couchsurfing juste parce que c'était gratuit, de la même manière que Airbnb peut avoir vachement changé. Quand c'est devenu hyper répandu, il y a une petite partie de l'âme qui a changé. Le principe reste le même, mais et donc j'étais toujours accueillie à bras ouverts, on venait m'aider, on m'a aidée à me déplacer, donc galère de voyage, non. Mais je suis pas quelqu'un d'anxieuse, donc peut-être que des choses qui me sont arrivées auraient été perçues comme des galères de voyage pour quelqu'un d'autre. Mais je sais pas si ça m'était arrivé de rater, mon bus, j'imagine que je me serais dit: «Bah, je reprendrai le suivant» et c'est pas ça qui a marqué mon voyage parce que, ça a pas généré une anxiété qui m'a marquée. C'est incroyable, j'aimerais trop être comme ça. Et tu parlais de Couchsurfing, qui est un outil que tu as utilisé beaucoup. Est-ce que tu en as d'autres à recommander pour, celles et ceux qui voudraient voyager, qui soient spécifiques à l'Amérique latine ou pas? Bah, quand j'ai voyagé, enfin un outil, j'ai utilisé, heu, j'ai utilisé la page web de Couchsurfing parce que j'avais pas de smartphone, c'était il y a 10 ans, moi, allez, il y a quand même beaucoup de gens qui avaient des smartphones, mais moi, j'ai mis du temps à m'y mettre et puis, de toute façon, je me disais: «Vaut mieux que j'ai un téléphone qui soit pas très intéressant quand je voyage» et puis il y avait pas, 50 000 apps comme il y a maintenant, donc je peux pas recommander une app parce que, j'avais pas d'app. J'utilisais la page web de Couchsurfing et du coup, c'était, bah, le contact. C'est sûr que passer par une communauté de quelque chose, ça aide. Donc c'était les groupes Facebook de acro-yoga, dans telle ville et j'écrivais, je disais: «Ah, je suis une voyageuse française qui vient toute seule, est-ce que quelqu'un a un canapé pour moi?» et je demandais ou alors, les gens chez qui j'allais me disaient: «Ah, je connais Machine, sa sœur, elle a un frère qui machin, tu peux aller chez eux, ils» et bah, comme tu arrives en tant que voyageur exotique, ça ouvre des portes, en fait. Trop bien. C'est vrai que moi, j'ai vachement de mal à oser demander, mais tu as raison que ça ouvre, en fait, pas mal de portes. Un autre sujet dont je voulais parler, c'est quand tu as commencé à voyager, en quittant ton poste en Suisse, tu as créé un blog, Building Bubbles. Est-ce que tu peux en parler? Pourquoi tu as commencé à documenter ton voyage, sur un blog? Oh, je pense que c'était une manière de faire un journal et surtout, pour les personnes, la famille et les amis, qui puissent, suivre ce que j'avais fait. J'imagine que c'était aussi une manière pour moi de réfléchir sur ce que je faisais. Je pense que j'y réfléchissais beaucoup plus en écrivant des choses que si je le faisais pas. Donc ouais, plutôt une sorte de journal. Bah, je sais que le blog existe plus maintenant, mais je crois que je les ai encore les articles. Ça serait rigolo de les regarder. C'était pas, quelque chose que je voulais qui grandisse particulièrement. J'ai pas cherché à faire, du SEO, du référencement, j'ai pas j'avais commencé à faire quelques interviews de personnes intéressantes, parce que je trouvais ça chouette, ouais, de rencontrer du monde. J'imagine que si je faisais la même chose maintenant, j'aurais lancé un podcast, en fait. Ah ouais, carrément, peut-être, hein. Et du coup, pour la suite de ton voyage, donc tu as dit qu'une fois que tu as rencontré Amy, vous êtes partis ensemble en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la suite? Ah oui, bah, c'est rigolo donc on s'est pas vus pendant 3 mois pendant que je finissais, mon voyage, toute seule que j'avais prévu et pendant que lui, pendant 3 mois, il organisait, de fermer, sa vie perso sur place pour pouvoir voyager, sur une durée indéterminée. Parce que c'était encore une fois, un voyage sans billet retour, parce que moi j'étais partie aussi toute seule sans billet retour. D'ailleurs, avant de passer à le voyage à 2, quand je suis partie, j'ai pas pris de billet de retour et je me suis dit: «Je sais pas, si ça se trouve, je vais m'installer, en Argentine et je vais bosser là-bas». Je suis partie sans savoir ce qui allait se passer. Je suis même partie sans me dire: «Je vais être prof de yoga». Ça se trouve, j'allais faire autre chose. Donc on s'est retrouvés en Nouvelle-Zélande, c'était rigolo, Emile m'attendait à l'aéroport, mon vol, il était en retard de plusieurs heures, il était tout seul, il se disait: «Elle va jamais venir». Je fais c'est c'est une histoire très rigolote et on a passé 3 mois en Nouvelle-Zélande, tout ce qu'on pouvait avec le visa touristique parce qu'on n'a pas réussi à avoir les autres visas, working holidays. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens de Nouvelle de d'Argentine qui veulent y aller que c'est un tirage au sort et qu'il l'a pas eu. Ou la date était passée, ou je sais plus.
Donc on a fait, visa touristique, on a fait du woofing, donc échange, boulot et contre hébergement et nourriture. Et donc 3 mois en Nouvelle-Zélande, on a fait que l'île du Nord. Qui, tout le monde dit: «Mais pourquoi? C'est l'île du Sud qui est trop belle». Puis on s'est dit qu'on préférait rester un peu plus longtemps dans chaque endroit et vraiment voir l'endroit, y vivre et pas juste, passer comme un train qui passe et faire: «Oh c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli». Parce que l'île du Nord, elle est aussi tout à fait magnifique et on a bossé dans une ferme d'avocats. Il y avait pas d'avocats, c'était pas la saison. On est allé jusque tout au nord. On a travaillé, pour une dame qui gérait toute seule une auberge de jeunesse et gîte, sur la 90 Miles Beach, la plage de 90 miles. On a bossé pour une famille qui avait besoin d'un coup de main pour, s'occuper des enfants et c'était un peu des vacances, ce moment-là. On a bossé chez un mec, qui avait travaillé pendant 20 ans à Sydney dans la finance et puis qui avait acheté une maison, au fin fond d'une petite vallée et qui avait, 3 moutons et le matin, on ramassait les crottes de moutons et puis on a fabriqué un compost qu'on pouvait faire tourner et puis, et il y avait des sources d'eau chaude dans le village où les propriétaires nous ont fait rentrer le soir et on avait les sources juste pour nous. Franchement, il y aurait 1000 trucs à dire sur ces voyages et après ça, donc 3 mois en Nouvelle-Zélande. On est parti en Australie pendant 2 mois où on est resté pas mal, chez de la famille, d'amis qui avaient une cousine, en Australie, à Brisbane. Ensuite, on est resté, 3 semaines chez une copine, que j'avais rencontrée en formation d'accro, à Canberra et ça valait le coup de vivre un peu avec la communauté là-bas. Pareil, on était toujours hébergés. On a fait un peu de couchsurfing à Melbourne, Sydney, c'était trop bien. Donc on n'a pas travaillé en Australie. Et après, on est parti en Thaïlande pour faire une formation de massage thaï, qui fait partie de la pratique de l'acro-yoga et donc on a fait une formation de 2 semaines intensive et on a visité la Thaïlande. On a passé 2 mois en Thaïlande avec un petit aller-retour en Malaisie pour renouveler mon visa parce que c'était juste un mois. Je pense que c'est toujours pareil, mais c'était juste un mois, pour les Français, pas pour les Argentins. Et après, on s'est dit: «Bon, what next? Il va falloir s'arrêter, vivre quelque part». Après ça, on est venu en France. Ce qui nous a fait arriver en France, à cette époque-là et dire: «Bah, faut y aller maintenant», c'est qu'on m'avait proposé pendant mon voyage, un prof d'acrobatie, de cirque. Quand je parle d'acrobatie, je parle de portée, type, je me mets debout sur les épaules de quelqu'un et autres. Et pareil, ça c'est tout un autre, monde et quelqu'un que j'avais organisé un petit stage avec, cette personne-là, là où je vivais. Il m'a demandé, si avec 2 autres filles, je voulais pas reprendre l'organisation d'un événement un peu plus grand. L'acrobatie, qui se passe en France, en juillet et je me suis dit: «Je peux pas dire non à une opportunité comme ça va être incroyable». Donc j'ai accepté et donc on est revenus, bah, pour cet événement-là. On avait acheté, des couteaux pour les cuisiniers en Thaïlande, on a organisé l'événement, à distance avec nous qui étions en Thaïlande, une autre qui était à Bali, je crois, ou en Inde et puis la troisième qui vivait en Suisse et on s'est retrouvés à l'événement. Il y en avait une que je n'avais jamais rencontrée. Et donc on était en France et puis on a décidé de s'installer en France. Donc on a passé, quelques mois en France et puis ensuite on est reparti passer 2 mois dans sa famille en Argentine et après, on est revenu s'installer, en décembre 2016. Donc ça faisait un peu plus d'1 an et demi que j'étais sur la route. Et donc aujourd'hui, vous vivez en France de manière totalement sédentaire. Comment ça s'est passé ce retour de voyage et cette, sédentarisation? En termes de pourquoi on l'a fait, bah, parce qu'au bout d'un moment, il fallait qu'on regagne des sous et qu'on n'était pas digital nomade. Parce que pour pouvoir donner des cours de yoga, d'acro-yoga, on peut faire des stages par-ci par-là, mais c'était aussi bien d'être, dans un lieu où on pouvait créer une communauté, avoir une régularité. Hem et parce que moi, je sentais que j'avais besoin enfin, je pense Camille aussi, mais je vais parler pour moi, de remettre des racines quelque part. J'avais besoin de me sentir chez moi quelque part et je sentais qu'avec le voyage, ça commençait à me fatiguer bah, de toujours être chez quelqu'un d'autre. Donc on s'est dit: «Bon, on va s'installer quelque part, on va où est-ce qu'on va mettre nos racines?»
et on aurait bien aimé aller vivre en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Seulement, on voulait pas reprendre des jobs de bureau et donc on pouvait pas avoir un visa de travail classique sans avoir, un employeur classique qui nous donnait un visa de travail, émis en tant que graphiste ou moi en tant que embauchée dans une boîte. Heu et ça, c'était pas une option pour nous, c'était plus important d'être indépendant et d'avoir une flexibilité qui nous permettrait de continuer des expériences similaires à celles de nos voyages en vivant de manière sédentaire. Donc donc on a dit: «C'est soit la France, soit l'Argentine» parce que, on s'est mariés. J'ai zappé ce passage. On s'est mariés pendant qu'on était en France. Hem, on est mariés, donc on peut vivre dans le pays de l'un ou de l'autre sans que ça pose de problème de visa et on s'est dit que si les 2 étaient une option, ça nous allait très bien à tous les 2, ou l'un ou l'autre, mais que l'Europe, il y avait l'événement qu'on avait commencé à organiser et qui est un événement, annuel. Il y a plein d'événements d'acrobatie auxquels on aurait pu, se déplacer, la communauté est très grande et que financièrement aussi, les revenus qu'on aurait en Europe nous permettraient plus facilement d'aller voir la famille en Argentine que les revenus argentins pour aller en Europe et je trouve qu'on s'est pas trompé, on s'est pas trompé là-dessus. OK, je comprends et d'ailleurs, il me semble qu'en fait, en vivant en Europe aujourd'hui, vous vous déplacez pas mal, pour des événements d'acro-yoga, notamment, bah, d'ailleurs la semaine prochaine, hein, vous allez à Amsterdam, voir des amis. C'est aussi pour ça qu'on se croise près de Paris, avant que vous montiez et que moi, bah, je redescende. Il me semble que vous avez aussi un événement à Berlin. Oui, en général, donc l'acrobatie, acrobatie amateur dans lesquelles se mélangent un peu les professionnels de cirque aussi, c'est rigolo. On a tous les ans un autre événement qui est dans le sud de la France. On a, en général tous les ans cette rencontre à Berlin qui est un petit peu comme des vacances entre copains en fait, où, on s'arrange pour avoir un lieu pour, s'entraîner. On sait toujours le même lieu tous les ans. D'ailleurs, c'est le même ami qui organise cet événement qui nous a passé, qui voulait arrêter d'organiser celui en France. Donc c'est un petit peu aussi un tout petit milieu. Là, on va à Amsterdam, voir des amis de ce même groupe-là qui habitent à Amsterdam et ça fait du coup des années qu'ils nous disent: «Bah, venez nous voir» et comme ils font un spectacle, on va les voir. L'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus, bah, on est allé en Suède, à un autre événement d'acrobatie et à force d'organiser l'événement qu'on organise, qui est très international, on a des contacts un petit peu partout. On a un voyage prévu à un moment donné ou un road trip pour aller en Autriche, en passant par la Suisse, l'Allemagne, pour aller voir tous les gens qui nous ont dit: «Venez nous voir chez nous!» Donc on peut quand même être, mobile. Amy travaille en tant qu'indépendant graphiste et moi, je suis prof de yoga et donc je suis, l'année scolaire et je me ménage, des espaces où je donne pas de cours qui permettent d'avoir cette flexibilité-là. OK, trop chouette et donc si on faisait un bilan 10 ans après cette période de nomadisme, quels ont été les impacts pour toi dans ta vie aujourd'hui? Surtout en tant que personne et puis ce que tu en retires de tout ça? Pouah! Bah, j'imagine que je serais pas là où je suis si j'avais pas fait ça parce que, si ça se trouve, je serais, du coup, exécutive quelque chose, consultante en burn-out, ou je sais pas. Mais je pense pas que je serais restée trop longtemps dans cette vie. Je pense que c'était un peu sûr que j'allais faire un truc comme ça à un moment donné. Ça veut dire que maintenant ce que je fais, je suis quand même vachement plus alignée avec mes valeurs de partage. J'ai l'impression d'avoir plus d'impact, social, en donnant des cours de yoga où je peux amener un peu de meilleure compréhension de son corps, de son souffle, de son intérieur et un peu de bien-être aussi, aux gens qui viennent, que ce que je faisais avant, c'était ouais, c'est beaucoup moins pertinent. Donc j'ai un alignement de valeurs qui s'est fait, qui était celui que je voulais faire. Je pense que je pourrais très bien être autre chose que prof de yoga et avoir les mêmes sentiments. On habite, avec, Amy dans une tiny house, une micro-maison sur roue, sur un terrain qui est à nous, donc c'est vraiment sédentaire, mais je pense que le voyage, il a permis de pouvoir vivre dans des espaces restreints. D'ailleurs, la première année de notre relation avec Amy, 1 an et demi, bah, c'était, 24 heures sur 24, dans la même chambre, juste dans des chambres différentes, mais en bah, espace partagé complètement. Ça nous a aidés à être capables de vivre avec
peu de matériel, dans des petits espaces. Après, quand j'ai commencé, je disais en tout début, que quand j'ai commencé à vendre mes meubles pour partir de Suisse et partir en voyage, à chaque fois, ça me soulevait d'un poids et je ça a juste conforté les directions dans lesquelles je pensais vouloir aller avant mon voyage. Moins de possessions et plus de connexion avec les gens et un peu plus de place, ouais, dans une vie sociale, localement et internationalement. Ça m'a apporté que j'ai des amis, dans le monde entier et que si je vais, en Australie, j'ai des amis, si je vais en Nouvelle-Zélande, j'ai des amis, si je vais en Argentine, j'ai de la famille, j'ai des amis, au Chili, au Nicaragua, enfin un petit peu partout, partout en Europe et ça m'a renforcée dans cette idée que je pense que la plupart des gens sont sympas. Je pense que c'est un très bon message et peut-être pour terminer, un conseil ou des conseils, que tu voudrais donner à quelqu'un qui est tenté par une expérience nomade, mais qui a pas encore franchi, le cap? Hem, Moi je dirais avoir confiance, pas avoir une confiance aveugle dans toute personne qu'on rencontre, mais avoir confiance, dans ses choix, en soi, en se disant: «Bah, si je suis attirée par ça, je vais aller faire une expérience». C'est une expérience, forcément, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres, alors je dis ça après ne pas avoir trouvé de galère de voyage, mais avoir confiance, ça aide à considérer les choses moins comme des galères et plus comme des expériences. Se rappeler que les galères, c'est ça qui nous fait apprendre, que et que oui, la plupart des gens ont un bon fond et que quand on arrive en ayant confiance, c'est surtout ça qui va sortir et après évidemment, le bon sens est important quand on voyage seul. Le bon sens est important dans la vie en général, mais quand on voyage seul, il m'est rien arrivé parce que je suis pas allée tirer de l'argent dans un quartier, où on m'a dit: «Oui, il faut faire attention dans ce quartier-là», au milieu de la nuit. J'ai pas fait des trucs débiles. Après, j'ai fait du stop, avec une autre fille, avec des camions. On pourrait m'avoir dit: «Mais c'est débile ce que tu fais». Il m'est rien arrivé quand même. Donc ouais, je dirais, la confiance pour moi, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à avoir. On n'est pas dans une société hyper confiante et pourtant il y a pas beaucoup de gens qui méritent pas de confiance et avoir confiance en la vie, ils se finissent toujours même s'il nous arrive des galères, on retombe sur ses pieds. Après, je sais pas, peut-être que c'est facile à dire parce que je suis quelqu'un de très chanceux, mais c'est aussi une manière de voir les choses. Ouais, je pense en effet. Et dernière question pour la fin, si tu devais définir en un mot ce que ta période de nomadisme et de voyage a représenté pour toi? En un mot, Ouais, la vie, OK, c'est vrai que ça a façonné beaucoup de choses sur ce que tu es aujourd'hui, ce que vous êtes même aujourd'hui maintenant, avec Amy. c'est ça, j'ai vécu et je continue à vivre sur cet élan. Donc soit vie, soit élan, tu vois? Je pense qu'à travers ces derniers mots, confiance, vie, élan, joie, voilà, c'est faire un voyage comme ça ou comme un autre voyage, mais faire ce que notre cœur nous appelle à faire. Ça nous fait sortir de notre, bulle de confort et ça peut avoir la capacité de donner une direction à notre vie qu'on n'aurait jamais imaginée parce qu'on va rencontrer des gens qui sont hors des cadres dans lesquels on a grandi peut-être si on a grandi, de manière classique et puis après on voit plus du tout la vie de la même manière. Voilà, ça permet d'amener des dimensions incroyables à la vie. Et ben, écoute, merci Alice pour ton partage qui, je pense, en inspirera plus d'un, plus d'une. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux peut-être? Ouais, je suis pas hyper régulière, j'essaye, parce que je vais en avoir besoin en plus bientôt, enfin, il y a plein de projets. Mais Alice Yoga Crow, avec un seul C, sur Insta. Ça marche, je mettrai le lien en description et je mettrai aussi une carte qui recense tous les lieux que tu as évoqués dans l'épisode pour qu'on puisse, découvrir l'Amérique latine à travers ton récit. C'est pas mal pour visualiser quand on connaît pas forcément la région dont on parle. Et puis en tout cas, merci Alice pour ton partage et puis à très vite j'espère. Merci à toi Chloé, c'était super de replonger dans cette expérience avec toi. Avec plaisir. Allez, à bientôt.
Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!